Bienvenue sur le podcast de l'incubateur d'avocats.be. Afin d'accompagner les avocats face à la vague du numérique, notre équipe part à la rencontre d'experts qui partagent avec nous leurs connaissances et comment elles peuvent servir aux avocats. Pensez à vous abonner. Bonne écoute. Bonjour sur la radio de l'incubateur d'avocat.be pour la rubrique Avocat 2.0. Mon nom est Julie Neuret, avocat au barreau de Liège, et aujourd'hui j'ai le plaisir de rencontrer Jean Marot, avec qui nous allons parler des avocats qui offrent des services en ligne à leurs clients. Alors bonjour Jean, tu es avocat à Oui, lauréat 2016 du prix de l'innovation du barreau de Liège. Est-ce que tu peux compléter cette description en quelques mots ? Oui, bonjour Julie. Effectivement, je suis avocat à Oui. J'entame ma 15e année de barreau, donc j'ai fait la première moitié à Liège et maintenant je suis avocat au barreau de Oui. Je traite essentiellement les matières du droit de la responsabilité des assurances, tout ce qui tourne autour du roulage et de l'évaluation du dommage corporel. Et c'est vrai que cette petite interview me fait plaisir parce que je suis assez intéressé par les nouvelles technologies. J'ai d'ailleurs toujours été. Et donc je suis content de partager avec toi et avec tous ceux qui nous écoutent ma passion pour le numérique. Merci pour cette description et ces précisions. Alors j'ai bien entendu quelques questions à te poser par rapport à ta pratique et par rapport justement aux services en ligne, puisque tu mets à disposition de tes clients plusieurs outils en ligne qui sont assez innovants pour un avocat. On peut notamment avoir sur ton site internet un éthylotest virtuel, un calculateur d'amende, soit pour un excès de vitesse ou un problème d'alcool. Il y a également un outil de conversion du taux d'imprégnation alcoolique. Et j'ai quelques questions par rapport à cela. La toute première, bien entendu, c'est pour savoir ce qui t'a amené à créer ces outils et quels besoins de tes clients as-tu identifiés pour les mettre en place. Mais en réalité, j'ai assez vite pensé, ça remonte déjà à des années, que un site web d'avocat ne doit pas être ou ne doit plus être un site vitrine ou un site carte de visite sur lequel on ne retrouve finalement que la description du cabinet, la liste des avocats, l'adresse du bureau. Mais qu'il faut aller vers vraiment des services, une valeur ajoutée sur le site du cabinet. Et donc, ma première démarche, ça remonte à 2014, je pense, ça a été de fournir des services relativement classiques, des services en ligne du type accès au dossier, accès aux informations pour le client, pour que le client ait déjà un rôle actif et non pas simplement un rôle passif. Mais je me suis dit que c'était trop peu, parce que c'est des choses que finalement on retrouve dans le privé, sur des sites commerciaux depuis presque 20 ans. Et progressivement, c'est vrai que ma réflexion s'est portée vers des outils un peu plus novateurs. Et donc j'ai réfléchi aux besoins des clients, comme tu le dis. Et une des réflexions, c'est tiens, quelles sont les questions qui reviennent souvent ? Moi qui pratique le roulage, c'est vrai que par exemple tout ce qui tourne autour des excès de vitesse et la défense pénale en général. Et donc on a développé des outils dont tu as parlé, du type calculateur d'amende, où là on peut avoir un rôle actif du client puisqu'il a accès à toute l'information de manière autonome, sans même qu'un avocat, du moins pour les questions générales, ait à intervenir. Donc là, c'est clair que on a identifié un besoin et je pense qu'on y répond puisque les pages sont en l'occurrence fort consultées. Alors justement, donc la deuxième question, c'était de savoir si tu avais le sentiment de parvenir à répondre aux demandes de tes clients. Et là, tu viens de nous le dire, ces pages sont fort consultées, donc on suppose qu'effectivement, elles répondent à un besoin qui est bien présent chez tes clients. Oui, on a beaucoup de retours déjà et si je prends un peu les statistiques, c'est vrai qu'on doit être à environ 15 000 vues par page pour ce type d'outil, donc pour le calculateur ou pour le petit outil de conversion du taux d'intoxication alcoolique dans l'air ou dans le sang. Donc je pense qu'on répond effectivement à des besoins puisque les pages sont fort consultées, les statistiques sont même un peu impressionnantes et dépassent ce que j'avais pu imaginer au départ, sans que les avocats ne soient sollicités puisque ce sont des outils, comme je l'ai dit, tout à fait autonomes. Mais la réelle plus-value, je pense, au-delà du fait qu'on répond aux besoins des clients, c'est qu'on se retrouve par la suite, parfois quand il faut aller plus loin, en contact avec des personnes qui n'auraient plus que probablement pas fait appel à nous, ni même à un avocat de manière générale. Parce que c'est finalement un outil de mise en relation. Le client est sur le site parce qu'il recherche une information, il ne recherche pas un avocat. Le site
proposant des outils, ils se retrouvent à le consulter. Mais au final, il y a un contact qui se crée, par exemple, mais c'est pas le seul biais, via le chat, qui est aussi un outil qui n'implique pas un coup de téléphone, une prise de rendez-vous. Et là, alors, je trouve que c'est ce qui est la plus grande plus-value. On a un véritable contact client-avocat et qui souvent débouche sur un dossier. Donc là, c'est clair que c'est ce qu'il y a de plus concret dans la plus-value que peut apporter ce type d'outil. Alors effectivement, les statistiques sont impressionnantes, mais pour développer ces outils-là, est-ce qu'il faut des connaissances spécifiques? Est-ce qu'il faut avoir un meilleur ami programmeur pour parvenir à faire ça? Ou est-ce que c'est à la portée de tous les avocats finalement? Bon, il faut être clair et honnête, c'est clairement pas à la portée de tout le monde. Encore que, si on prend un peu la peine de chercher, on peut trouver un certain nombre d'outils gratuits et qui peuvent être implémentés sans devoir payer des factures particulièrement excessives. Maintenant, il est évident que plus on veut aller loin, plus il va falloir être prêt à consacrer un investissement qu'on n'aurait peut-être pas envisagé dès le départ. Moi, ma vision des choses, c'est essayer de développer peut-être des partenariats avec des indépendants qui se lancent dans le monde du numérique, avec des startups, et je suis convaincu qu'il y a moyen de trouver des gens qui sont motivés à l'idée d'investir du temps de développement, notamment, dans un secteur où il n'y a pas grand-chose. Je trouve qu'il faut voir ça comme une opportunité. Donc, on doit dresser, nous, avocats, le constat qu'il n'y a pas encore grand-chose dans notre métier. Ça doit devenir une véritable opportunité de se dire, je vais me lancer là-dedans et je suis convaincu qu'il y a moyen de trouver des partenaires qui ne demandent pas mieux et qui vont peut-être se faire les dents avec un premier site. L'avocat ou la structure qui aura pris le risque en sera félicité, et l'indépendant ou la start-up qui aura créé pendant un certain temps l'outil pourra peut-être le valoriser auprès d'autres. Donc c'est peut-être une façon d'éviter de devoir comme d'autres plus grosses structures, faire appel à des sociétés déjà plus aguerries qui vont alors proposer des coûts peut-être moins à la portée de tout le monde. Et justement, en parlant des coûts, est-ce que l'investissement en temps et en coût dans ce type d'outils et le retour que tu en retires en valent la peine? On le rappelle quand même, tu parlais de 15 000 vues pour certaines pages, ce qui est quand même énorme pour un site de cabinet d'avocats. Pour être honnête, j'ai pas fait une véritable analyse chiffrée et détaillée, qui n'est d'ailleurs pas très évidente, et tu prends l'exemple que j'ai donné tout à l'heure de consultation d'une seule page qui peut atteindre plus d'une dizaine de milliers de vues. Ça n'implique évidemment, et malheureusement pour moi, pas 10 000 dossiers dans la foulée. Ça n'implique même parfois rien du tout quand ce sont vraiment l'utilisation et la consultation d'outils passifs. Je parlais du calculateur d'amende, c'est clair que la personne qui va aller calculer le montant exact de son PV, elle va juste vérifier qu'il est correct, elle va le payer, on n'en entendra jamais parler. Par contre, je suis convaincu du retour sur investissement parce qu'il faut voir ça de manière beaucoup plus globale. Pas uniquement la rentabilité en termes de nombre de nouveaux clients ou de nouveaux dossiers, qui ne sont d'ailleurs pas évidents à identifier, mais les retours sur investissement, c'est la satisfaction incontestable de clients existants ou de nouveaux clients, qui y voient une preuve d'innovation et de nouveauté. C'est l'image, voire la réputation que ça peut dégager vis-à-vis de l'extérieur, évidemment, surtout quand on connaît notre réputation, globalement, d'avocat, qui n'est peut-être pas toujours celle du XXIe siècle. Et d'un point de vue peut-être un peu plus technique, c'est clair que toute personne qui s'y connaît un petit peu en référencement vous dira que plus un site est consulté, plus haut il va se retrouver notamment dans les moteurs de recherche de type Google. Et donc rien que là, c'est un investissement qui peut en valoir la peine. Alors après ces quelques questions sur ta propre expérience, je souhaite t'interroger de manière plus générale sur le monde des avocats, sachant bien entendu qu'il s'agit toujours de ton avis personnel. Alors pour créer ces outils, en premier lieu, t'es-tu inspiré de la pratique de confrères, même éventuellement à l'étranger, et est-ce que tu as pu échanger avec d'autres avocats sur le sujet et sur de tels outils qui existeraient ailleurs? C'est sûr que, a priori, et pas dans le domaine des nouvelles technologies, on regarde toujours un petit peu ce qui se fait ailleurs. Mais j'avoue que j'ai assez vite préféré me tourner pour m'inspirer, pour même trouver des idées, vers ce qui se fait dans le privé. Du côté des startups, il y a un gros engouement pour le numérique dans d'autres secteurs.
Et c'est plutôt ça qui m'intéresse, c'est d'essayer de transposer ce qu'on peut voir dans d'autres sociétés privées, quel que soit le secteur, et de voir dans quelle mesure ça peut être envisagé, adapté au métier d'avocat. Si étant dans le domaine plus juridique, c'est vrai que j'ai eu l'occasion, et je ne l'ai pas du tout regretté, d'aller au Salon des Legal Tech à Paris l'année passée, en 2017. Et là, j'ai pu me rendre compte que la France a au moins 5 ans d'avance sur la Belgique. D'ailleurs, si je salue vraiment et très sincèrement l'initiative de l'incubateur, c'est vrai qu'il existe, sauf erreur, en tout cas dans sa création depuis 2012 à Paris. Mais donc, il est temps qu'on prenne le train en marche. Et donc là, au Salon des Legal Tech à Paris, j'ai vu des choses vraiment excessivement intéressantes. Smart contract, tout ce qui tourne autour de la blockchain, l'intelligence artificielle, on en parle maintenant beaucoup, nous aussi, le machine learning et bien d'autres choses qui vont clairement arriver chez nous et qui le sont d'ailleurs déjà. Et donc voilà, je préfère essayer d'aller chercher dans le privé plutôt que d'essayer de voir ce qui se fait peut-être dans le cabinet d'à côté. Alors, est-ce qu'il y a selon toi des outils digitaux de base qu'un avocat doit maîtriser? Alors une page Facebook, un site internet, est-ce que ça te semble nécessaire et si oui, pourquoi? Et au-delà de cette question vraiment des outils de base, est-ce que tu penses que proposer des services en ligne comme tu le fais, est-ce que cela va devenir indispensable et incontournable? Pour être honnête ou pour être humble, je sais pas comment il faut le dire, je sais pas vraiment répondre à cette question. Je ne me vois pas affirmer qu'il faut un site internet ou qu'il faut une page Facebook. Je pense que l'avocat ou le cabinet d'avocats, l'association, doit réfléchir d'abord à ses objectifs. Est-ce que ce qu'un cabinet cherche, c'est se faire connaître? Est-ce que il cherche une cible, un secteur de niche? Est-ce que il veut entrer en contact avec une nouvelle clientèle? Enfin voilà, il faut vraiment identifier, je pense, ses besoins et ses objectifs, et en fonction, essayer de dresser la liste des outils qui peuvent y répondre. Un cabinet peut, en mon sens, tout à fait se passer d'un site web ou d'une page Facebook s'il développe une application qui va répondre à une clientèle qui est en demande de ça. Donc voilà, des outils indispensables, incontournables, a priori je n'en vois pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que avoir une présence en ligne, quelle qu'elle soit, web, applications, réseaux sociaux, d'une manière ou d'une autre, il faut être présent, je dirais même pas dans le numérique, mais au niveau d'outils numériques, quels qu'ils soient. Il faudra être en mesure d'être connecté au monde numérique d'une manière ou d'une autre. Ça, je pense que ça va s'imposer, à part peut-être quelques secteurs bien précis qui vont pouvoir s'en passer. Et encore, à long terme, ça ne me paraît pas envisageable, puisque que ce soit dans le public ou dans le privé, le numérique va être évidemment prépondérant. Donc, devenir indispensable, oui. Alors, dernière question qui concerne un paradoxe et un contre-exemple. On entend très souvent que seules les structures les plus importantes, donc sous-entendu les gros cabinets, ont la volonté et peuvent s'intéresser au numérique. Or, comme je viens de le dire, tu es un parfait contre-exemple puisque le cabinet JMA, ça reste une petite structure. Alors, comment motiver les petites structures à investir dans le numérique ou en tout cas dans les réseaux sociaux, sur Internet, etc. Et est-ce que les réseaux sociaux et les outils numériques ont un réel intérêt pour ces structures qui sont de taille moins importante? Je vais commencer en disant qu'un gros cabinet pour moi, enfin après tout est relatif, mais un cabinet d'avocats d'une taille importante est obligé d'investir dans le numérique. C'est un non-sens aujourd'hui, en 2018, qu'un cabinet important ne le fasse pas. Pour les petites structures, pour les plus petites structures, voire pour les avocats qui travaillent seuls, je comprends qu'on se pose un peu plus la question, mais un peu comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il faut plutôt voir ça comme une formidable opportunité de développement. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie. D'une part, ça n'a peut-être rien à voir, mais je pense que l'avocat doit aujourd'hui être spécialisé, c'est incontournable, même dans une petite structure, même quand on travaille seul, mais il doit aussi être numérique, être dans le digital. Et je pense que les deux notions vont bien ensemble, c'est-à-dire que un avocat sans le moindre outil tourné vers l'extérieur qui décide de se spécialiser du jour au lendemain peut attendre longtemps que les dossiers tombent du ciel. Bon, on est bien d'accord que ça va pas être évident de développer sa clientèle. Mais un avocat qui est spécialisé ou qui décide de l'être davantage et qui est conscient que le numérique peut l'aider, va alors voir s'ouvrir devant lui en quelque sorte un nouveau marché. Pour moi, le numérique fait tomber les barrières, notamment géographiques,
Et l'avocat qui va être suffisamment innovant que pour développer des outils qui vont l'ouvrir vers l'extérieur, va alors, je pense, pouvoir trouver quelque part un nouveau marché. Et si tu me permets encore une seconde, je vais d'ailleurs terminer par une anecdote. Moi qui fais beaucoup de droit de la circulation routière et qui ai donc développé des outils qui tournent autour de tout ça, j'ai notamment été consulté par des clients roumains, des sociétés de transport roumaines, dont une qui avait un camion qui était bloqué à la frontière à Arlon, pour des raisons de taxes routières. Enfin, soit, il est évident que le petit avocat de oui que je suis n'aurait jamais été consulté par une société internationale ou que ce soit en Belgique. Et donc voilà, un petit exemple pour dire, oui, on peut se spécialiser et grâce aux outils numériques, ouvrir son marché et répondre à des besoins qui dépassent clairement la petite zone géographique dans laquelle on travaille. Super, merci beaucoup Jean d'avoir joué au jeu des questions-réponses. Alors bien entendu, si vous souhaitez plus d'informations, si vous souhaitez voir ces outils innovants, n'hésitez pas à aller voir le site du cabinet de Jean Marot ainsi que sa page Facebook. Et puis si vous aimez ce que vous entendez, abonnez-vous à la radio de l'Incubateur pour être informé de nos prochaines publications, puisque pour rappel, un podcast est publié chaque semaine sur un thème différent. Vous pouvez également visiter notre site internet www.incubateur.legal ou nos comptes sur les réseaux sociaux. C'était Julie Neuret en compagnie de Jean Marot pour l'incubateur d'avocat.be. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, nous espérons qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de liker, de partager l'épisode et d'en parler autour de vous pour que ce podcast puisse aider un maximum d'avocats. À la semaine prochaine pour le prochain épisode. Salut!